Alors évidemment, j'ai pris en plus un sujet qui était délicat, difficile, très ambitieux, qui est celui de la question des structures, de l'armature des religions et de la religion des origines. De cette grande quête fondatrice dans les sciences humaines qu'est d'où vient la religion, depuis quand les hommes ont-ils produit des systèmes religieux, quelle forme avaient-elles et pourquoi. Moi, je crois beaucoup qu'il faut reposer ces questions fondatrices 150 ans après la naissance des sciences humaines. Les sciences humaines, c'était il y a environ 150 ans. Hein, la théorie de l'évolution de Darwin, 1859, je crois. Au même moment, c'est au même moment qu'on découvre que la préhistoire débute. On découvre en 1856, c'est-à-dire il y a 150 ans, l'homme de Néandertal. C'était l'époque où Boucher de Perthes invente la préhistoire, où les premiers anthropologues, par exemple Lewis Morgan, part lui voir les Iroquois pour essayer d'étudier les peuplades primitives ou sauvages, comme on disait à l'époque, ou encore les hommes naturels, pour essayer de comprendre, de voir en direct ce qui s'imagine être les origines de l'humanité, pour voir si ces hommes ont un langage, une religion, ou vivent-ils sans foi ni loi. Bon. Donc on commence à explorer l'être humain et la question des origines, et particulièrement des origines des religions, va être une des questions importantes, même y compris un peu plus tard, lorsque Durkheim fonde la sociologie. Il ne manque pas de faire parmi ses grands ouvrages, un ouvrage qui s'appelle « Les formes élémentaires de la vie religieuse », 1912, au même moment où Freud, lui-même, fondateur de la psychanalyse, publie « Totem et tabou », qui prétend expliquer également les origines de la religion. Donc vous voyez combien c'est une question importante, parce qu'on sent que dans la question religieuse, il y a à la fois une question philosophique, bien sûr, mais il y a une question qui touche profondément à la nature humaine, celle de ses croyances, et celle aussi de ses formes d'organisation sociale, parce qu'on perçoit bien que dans la religion, il n'y a pas que des croyances, mais il y a également des rites, et il y a des formes d'organisation, une morale, et sans doute ça a à voir avec le ciment social. Alors 150 ans après, où en sommes-nous ? On a fait beaucoup de chemin. On a exploré évidemment maintenant à peu près toutes les sociétés qu'on appelait autrefois primitives, qu'on appelle aujourd'hui de chasseurs-cueilleurs, pour étudier leurs mythes, leurs rituels. Pas une n'a échappé à la vigilance des ethnologues, et d'ailleurs il était temps, puisqu'elles étaient en train de disparaître, et aujourd'hui la plupart ont disparu de la planète. On a étudié l'histoire des religions sous toutes les coutures. L'archéologie nous a permis également de remonter loin dans l'histoire de l'humanité et d'avoir les grandes étapes d'émergence de l'être humain. On peut mieux situer donc les grandes périodes d'évolution du symbolisme. Je vais en dire quelques mots. On a des milliers d'études, des milliers de recherches. Et pourtant, sur les grandes questions fondatrices, je peux dire qu'on sait à peu près tout et rien en même temps. Parce qu'à force d'avoir accumulé des recherches, des données, des hypothèses, des théories, on est dans une situation finalement d'être en difficulté, presque en overdose informationnelle. On a trop de réponses et c'est comme si on n'en avait plus. Et donc les grandes questions, le mystère demeure, et je crois qu'il est possible, et c'est de notre devoir au début du XXIe siècle, de reprendre les questions fondatrices des sciences humaines en s'appuyant cette fois sur tout l'acquis empirique dont on dispose, pour reposer cette question, c'est quand sont nées les religions, sous quelle forme et pourquoi. C'est ce à quoi je m'attelle d'ailleurs depuis 15 ans que j'ai créé la revue Sciences Humaines, c'est d'essayer de reposer ces questions simples et de faire une sorte de bilan raisonné des savoirs, ce que l'on sait, ce que l'on ignore, de quoi on débat. Alors quand d'abord on a coutume de faire naître le début des religions avec les premières traces archéologiques dont on dispose, ce sont les sépultures. Alors les sépultures, jusqu'à il y a quelques années, les plus anciennes qu'on ait pu trouver, c'est il y a moins 100 000 ans environ, en Palestine, en Israël. Mais il y a en 2003, une découverte très importante qui a été faite en Espagne, dans le nord de l'Espagne, à Atapuerca, près de Burgos. Une découverte exceptionnelle à plusieurs points de vue. On a découvert sur un site archéologique une fosse dans laquelle étaient ensevelis 28 squelettes d'adultes, d'adolescents, sur un lieu qui n'était pas un lieu d'habitation. Sans que ces hommes aient été blessés. Il paraissait difficile d'imaginer qu'ils tombent c'est au fond d'un trou, d'imaginer qu'ils ont tous tombé les uns après les autres.
Et ces squelettes ont été datés de 380 000 ans, donc bien avant l'apparition des Homo sapiens en Europe. C'est des formes d'êtres humains qu'on appelle les Homo heidelbergensis, excusez-moi, c'est-à-dire des ancêtres des Néandertals. Et on a trouvé d'ailleurs au milieu de ces ossements un biface, un étrange biface, magnifique, splendide au dire des archéologues. On l'a appelé Excalibur, tant il est beau, tant il est majestueux, fait d'un rocher spécial qui vient de plusieurs dizaines, en quartz vert bleu, de plusieurs kilomètres sans doute de ce lieu-là, qui n'avait jamais été utilisé. Bref, comme s'il s'agissait d'une sorte d'offrande. Bon. Et donc certains se demandent s'il ne s'agirait pas d'une première sépulture collective. Donc presque moins de 400 000 ans. Cela dit, la découverte est trop exceptionnelle, est trop isolée pour pouvoir reculer à ce point-là l'âge des sépultures. Alors à chaque fois que je vous dirai d'ailleurs quelque chose, par exemple le beau biface, sachez qu'il aurait dû apparaître sur l'écran. De même qu'auraient dû apparaître sur l'écran les premières sépultures avérées, donc il y a moins 90 000, moins 100 000 ans, je le disais, à Kafzeh, Escoul, c'est non loin de Nazareth, où là on a trouvé d'authentiques sépultures, par exemple une belle sépulture double avec un adulte, un enfant à ses pieds, en position, tous les deux repliés en position fœtale, et dans le même coin on a trouvé d'autres sépultures avec certaines, l'un avec un racloir, pour une autre avec des traces d'ocre rouge, pour un troisième avec des cerfs, du bois de cerf, comme s'il y avait des offrandes qui étaient là dans ces corps ensevelis. Donc ça laisse supposer que là, on a quand même un rite funéraire, et qui dit rite funéraire dit sans doute une conception de l'au-delà. Même si c'est discuté chez les archéologues, parce que comme toujours, vous savez, dès qu'il y a une hypothèse, il y a toujours une contre-hypothèse, et des gens qui disent non, on n'est pas assuré que ce sont des rites funéraires. Après tout, ça peut être un ensevelissement purement hygiénique, pour empêcher les germes de se développer. Bon. Donc si on repousse un peu le temps, c'est vrai qu'on peut toujours débattre. Il y a par exemple au moment du Paléolithique supérieur, là on était à moins 100 000 ans. Dès qu'on arrive dans le Paléolithique supérieur, c'est-à-dire il y a moins 40 000, 35 000 ans, alors là on a d'authentiques sépultures qui sont indiscutablement des sépultures qui ont été accompagnées de rites funéraires. L'une des plus splendides, vous ne verrez pas l'image, que je préfère en tout cas, c'est une sépulture qui se trouve à Sungir en Russie, qui est majestueuse. Il s'agit d'un adulte et de deux enfants qui ont été ensevelis avec un vêtement entouré de perles, de plus de 3000 perles d'ivoire. On a considéré qu'il fallait pratiquement 1 heure pour tailler chaque perle. Donc vous voyez, 3000 perles, 3000 heures, avec des colliers, des bracelets. Et il y avait également 2 défenses de mammouth qui avaient été redressées. Redressées, ça veut dire qu'on les avait mis dans l'eau bouillante, on les avait redressées. Alors ces rituels sont assez fascinants, on les avait équipés pour l'au-delà, c'était manifeste. Une chose encore plus étrange, puisque cette tombe de 28 000 ans... et d'ailleurs dont les archéologues discutent assez peu, et ça m'étonne toujours, cette sépulture donc a été datée de 28 000 ans, et or manifestement il s'agit d'une sépulture qu'on pourrait appeler monumentale. Il est bien évident que tous les hommes qu'on appelle de Cro-Magnon, hein, tous ces hommes qui vivaient à cette époque-là, n'étaient pas enterrés de façon aussi majestueuse. Et on avait affaire visiblement à une famille importante, à des personnes qui avaient un poids hiérarchique important dans la société, parce qu'il a fallu énormément de travail pour pouvoir faire une tombe aussi magnifique. Et c'est d'autant plus surprenant qu'on a l'habitude de situer la naissance des hiérarchies sociales avec le néolithique, beaucoup plus tard, vers moins 10 000 ans. Or là, on est à presque moins 30 000 ans, j'ai dit moins 28 000, et on a déjà manifestement une différenciation sociale avec une famille qu'on pourrait appeler une famille noble, une famille aristocratique. Alors, voilà cette sépulture. Donc, 28 000 ans, c'est la même époque où apparaissent en Europe les premières peintures rupestres. Là encore, les images auraient défilé, mais enfin, vous les avez toutes en tête, c'est Chauvet, c'est la même époque. Un peu plus tard, Lascaux. Tout ce magnifique art rupestre date de cette époque. Maintenant, on sait d'ailleurs que l'art rupestre, il est mondial.
Vous le savez, hein, il n'est pas propre au sud de la France et à l'Espagne, les hauts lieux comme Altamira, Lascaux, Chauvet. Maintenant, on sait qu'il y a de l'art rupestre en Australie, il y a en Afrique du Sud, en Afrique du Nord, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Il n'y a pas un coin de la planète où on ne trouve pas, quand on cherche bien, des milliers, des dizaines de milliers et même des millions de représentations graphiques. Et on assimile généralement ces représentations graphiques, dont les thèmes sont toujours un peu communs, quelles que soient les civilisations, c'est ça qui est étrange. On y retrouve toujours des grands animaux. Chez nous, vous savez, ce sont les taureaux, ce sont les chevaux, ce sont ailleurs les cerfs. Évidemment, en Australie, où il n'y a pas de grands animaux, on y trouve quand même des grands serpents, des crocodiles, et on y trouve des kangourous. Ce sont des élans en Afrique du Sud, ou des girafes, ou des éléphants. Ce qui est étrange, c'est les thématiques communes. On trouve très 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 rarement le soleil, l'arbre, des objets représentés. Le thème quasi exclusif, ce sont des grands animaux. On trouve peu d'oiseaux, peu de lapins, de lézards, ce sont toujours des grands animaux. Quelques représentations humaines, mais elles sont plus tardives. Les fameuses mains négatives qu'on retrouve là aussi sur toute la planète. Donc cette thématique commune nous interroge. Et en tout cas, elle est liée sans doute aux représentations du symbolique et donc aux représentations religieuses. Parce qu'il y a eu beaucoup de débats, évidemment, sur l'explication de cet art rupestre. Alors, dans un numéro d'ailleurs qu'on a publié récemment, là, peut-être on vous a distribué à l'entrée, alors on rappelle les grandes étapes de l'art rupestre au fin du 19e siècle. On s'interroge peut-être que c'est uniquement de l'art décoratif. C'est la théorie de l'art pour l'art. D'ailleurs, c'est celle qui se déploie en même temps dans la société européenne. Mais en fait, on s'aperçoit très vite que c'est peu crédible, l'art sur l'art. Aller au fin fond d'une caverne, dans le noir, pour peindre des... c'était pas le plus simple, c'était pas de la déco pour appartement, puisque manifestement les lieux où étaient peintes les taureaux, par exemple, au sommet de la grotte j'allais dire Alta Vista. Alta Vista, c'est un logiciel informatique. Bon, aidez-moi. Altamira, en Espagne, évidemment, ce n'était pas de la décoration. Merci beaucoup. Honte à moi. Alors, se sont succédées plusieurs hypothèses. Une hypothèse totémique qui laisserait entendre que finalement les animaux qui sont représentés sont des animaux totémiques. Il y a une hypothèse de la magie de la chasse qui suppose que finalement ce sont des rituels magico-religieux destinés à apprivoiser ces animaux aussi importants dont dépend la survie, puisqu'ils amenaient souvent de la fourrure, ils amenaient des cornes, ils amenaient de la viande, évidemment. Donc on espérait qu'ils reviennent lors des périodes de transhumance et c'était peut-être un rituel magique, magie de la chasse par exemple. On a supposé... Ensuite, vous savez, l'hypothèse récente, fort discutée, fort débattue, celle du chamanisme préhistorique. Alors, la thèse est la suivante, présentée par Jean Clotte et David Lewis Williams en Afrique du Sud, qui suppose que ce sont des chamans qui auraient peint sur les parois les visions qu'ils avaient lors de leur période de transe, de rêve, et ils reproduiraient ces formes. Et comme dans le chamanisme, on raconte toujours que sous hallucinogène, il y a toujours des phases successives d'entrée en transe. Une première période où on commence à voir des points lumineux, des objets, des zigzags, des figures géométriques. Et on en trouve beaucoup de figures géométriques, j'ai oublié de le dire, sur les parois rupestres. Et puis peu à peu, la phase ultime, qu'on peut obtenir d'ailleurs sans être chaman, mais en prenant des produits hallucinogènes, vous voyez des animaux. Donc ça, c'était cette thèse. Elle aura été très très discutée, très débattue. Alors là encore, c'est une foire d'empoigne chez les préhistoriens et archéologues. Il faut dire que la thèse était un peu hardie, un peu systématique, et en tout cas, elle a fait l'objet d'une grande controverse encore récente, puisqu'en 2006 il est paru un livre entier fait d'une trentaine de contributions de spécialistes contre la thèse chamaniste. Une autre hypothèse nouvelle
qui a été avancé en 2006 par Jean-Loïc Lequelec, qui devait d'ailleurs malheureusement être dans ce cycle, je lui avais demandé, et puis il n'a pas pu parce qu'il est parti en campagne de fouilles. Jean-Loïc Lequelec est spécialiste de l'art rupestre d'Afrique du Nord, et il a retrouvé dans le Messac, c'est-à-dire dans le désert libyen, des représentations très intéressantes qu'on appelle théranthropes, c'est-à-dire des figures mi-homme, mi-animal. Il s'agit en l'occurrence d'êtres humains à tête de chien, tête de lycaon, des hommes armés avec une tête de chien très, très agressive. Et il se trouve que ces figures théranthropiques, on les retrouve dans les mythologies locales encore aujourd'hui. Alors on ne sait pas les dater, peut-être ont-elles 5000 ans, en tout cas d'une époque où le désert libyen était encore verdoyant, où il était très peuplé, et comme il l'a été. Et on retrouve aujourd'hui dans les mythologies locales ces figures. Donc ce qui supposerait que en fait, certaines figures de l'art rupestre sont des représentations mythologiques. De la même façon, Michel Laure-Blanchet, grand préhistorien spécialiste des origines de l'art, a découvert à Pergouzet, en Dordogne, une grotte, je crois que c'est en Dordogne, je dis pas de bêtises, bon, peu importe, une grotte assez et avec une grotte qui avait déjà été explorée par André Leroi-Gourhan, le grand préhistorien, mais qui n'y avait vu que quelques figures. Et Michel Laure-Blanchet a repris l'étude, il y a passé plusieurs années, et il a trouvé 150 figures là où Leroi-Gourhan n'avait trouvé qu'une dizaine. Et ces figures sont tout à fait étranges, elles débutent au fond la grotte où il y a une rivière qui coule, et là on commence à voir des traits, mais des traits assez informes. Puis peu à peu, quand on s'oriente vers la sortie, petit à petit ces formes deviennent un peu plus animées et apparaissent des figures monstrueuses. Des figures monstrueuses, c'est-à-dire des animaux, mais des animaux aux formes bizarres, avec des pattes, plusieurs pattes, des longs coups, enfin ça ressemble à rien de connu parmi les espèces réelles. Et puis peu à peu, plus on se rapproche, finalement, apparaissent des figures d'animaux connus, puis des êtres humains près de la sortie. Alors c'est tout à fait étrange parce que ça ressemble à une mythologie des origines. Vous savez, dans beaucoup de mythologies d'origine, dans beaucoup de sociétés, elles ressemblent à ce qu'on connaît de la théorie de l'évolution. C'est-à-dire, au départ, il y avait des êtres informes. Au début, il n'y avait rien, peut-être de l'eau. Puis ensuite, des êtres informes, des ancêtres. Puis peu à peu, sont apparus des figures mi-homme, mi-animal. Puis enfin, des êtres humains. C'est notre théorie de l'évolution, et en fait, elle reproduit d'une certaine façon des figures mythologiques. Bon, alors voilà, l'hypothèse mythologique. Alors, on a donc plein d'interprétations possibles pour les peintures rupestres, l'une de magie de la chasse, l'une totémique, l'une chamaniste, l'autre mythologique. Il y a un consensus quand même qui émerge parmi les spécialistes, qui porte au moins sur 2 ou 3 points. Premièrement, c'est que les peintures rupestres sont toutes à voir avec le religieux ou le magico-religieux. C'est-à-dire qu'elles ont, la plupart des lieux où on peint sont des sanctuaires et non pas des lieux d'habitation. Ils sont souvent très inaccessibles, au fin fond du grotte, dans le noir, au fond du puits, à Lascaux. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis autant de temps à les découvrir. Lorsqu'il n'y a pas de grotte, comme par exemple en Afrique du Sud, eh bien ce sont sur des parois, mais des parois très très peu accessibles. Donc ce sont des montagnes sacrées souvent dans les mythologies actuelles. Donc ce sont des sanctuaires. Et dans un sanctuaire, eh bien on y pratique plusieurs types de religions. Après tout, on peut comparer, c'était l'abbé Breuil, un des grands spécialistes de l'art préhistorique, qui comparait Lascaux à la chapelle Sixtine de la préhistoire. Parce que les peintures étaient magnifiques, bien sûr, mais il faut y voir, à mon avis, quelque chose de plus profond. Dans une chapelle, dans une petite église romane, par exemple, vous y pratiquez différents types de rites. Il y a des rites religieux de baptême, de mariage, de funérailles, ce sont des rites collectifs, et des rites de passage, disent les ethnologues, passage d'un statut à un autre. Il y a des autels où on peut aussi venir prier pour demander grâce, pour demander de guérir un enfant, pour demander, on y pratiquait aussi autrefois des demandes pour faire venir la pluie dans les périodes de sécheresse. On y pratique donc, on y décrit aussi, on y peint sur les parois
on a des objets qui sont des dieux, qui sont représentés sous forme de statues. Là, je suis toujours dans mon église romane. Mais il y a également des vitraux, et sur ces vitraux, on y raconte des récits mythologiques. Et il y a même souvent, vous le savez bien, aussi des figures laïques. Souvent, les verriers se sont décrits eux-mêmes. Et finalement, peut-être que dans l'art préhistorique, on peut dire, dans l'art rupestre préhistorique, on peut dire que finalement, ça appartient à une catégorie générale qui est celle du religieux, mais dans ce religieux, il y a différents types de rituels, différents types de croyances, du mythologique, du rituel sans doute, et c'est difficile de l'attribuer à une seule fonction, en disant c'est du chamanisme ou c'est du totémisme. Donc voilà déjà une première hypothèse qui est importante, qui relève du pluralisme explicatif, ou plutôt de l'idée qu'il y aurait une fonction globale religieuse dans la mesure où on est en lien avec des esprits, on leur demande des choses, on pratique des rituels, et ensuite, ces formes de rituels peuvent être orientées différemment selon qu'il s'agit d'initier des jeunes enfants, à les faire entrer dans la communauté, ou s'il s'agit d'un rituel de fertilité, ou alors encore d'un rituel de guérison, dit propitiatoire. Donc voilà une première hypothèse qui me paraît intéressante parce qu'elle va vers cette idée à la fois de la variété des fonctions, mais en même temps d'une logique commune s'inscrivant sur une sorte d'armature de la religion qui est les croyances en un monde des esprits, deuxièmement des rituels associés, troisièmement, on va le voir, peut-être toute une série de morales, de lois, de personnages sacrés. Bon. Alors je passe justement à mon deuxième point, qui est donc quand on peut être sûr, pour résumer, on peut être sûr qu'il y a 100 000 ans, des premières formes sont nées. On peut être encore plus sûr qu'il y a 35 000 ans, la religion apparaissait, et sans doute dans les formes telles que on les imagine aujourd'hui. Mais évidemment, on reste quand même dans beaucoup de spéculations, parce que ce temps a disparu, parce que les préhistoriens ne peuvent pas trop faire parler non plus les pierres, ni les peintures rupestres. Admettons qu'un préhistorien du futur, si nous n'avions pas inventé l'écriture, découvre nos rituels et rentre justement dans une chapelle côté, et il découvre une croix. Comment est-ce qu'on pourrait interpréter le signe de la croix ? Vous comprenez bien que quand, pour un catholique, c'est évident, la lecture, mais derrière, il y a tout un récit mythologique de la crucifixion, évidemment, qui peut être fait sous une forme purement symbolique, d'une croix, qui peut être une statue d'un personnage crucifié, mais quel est ce personnage crucifié ? On ne peut pas le savoir, donc on ne pourra jamais reconstituer la religion des origines. Du moins, celle qui a existé. Mais on peut peut-être, et là c'est la deuxième piste de recherche, la deuxième grande voie, s'orienter du côté du regard ethnologique. Des anthropologues qui, eux, aussi, ont voulu décrypter l'origine des religions en allant observer, cette fois, les sociétés encore vivantes qui seraient des témoins des temps préhistoriques. C'était les sociétés de chasseurs-cueilleurs, primitives, comme on disait autrefois. Alors c'était très mal vu du côté des anthropologues. Et puis, pendant longtemps, et même du côté des préhistoriens. Alors, il y a une sorte de tabou, d'ailleurs, par exemple, la préhistoire française, une sorte d'interdit sur le fait de comparer les données archéologiques avec celles des sociétés de chasseurs-cueilleurs. Un tabou qui date de l'époque de Leroi-Gourhan, qui pourtant, lui, l'avait fait du temps de sa jeunesse, et puis qui après a pratiquement interdit ça. Ce qui fait que la culture des préhistoriens et archéologues en matière d'ethnologie est quasiment nulle. Et c'est dommage, puisqu'il y a peu de temps encore, les aborigènes d'Australie pratiquaient l'art rupestre. Il y a peu de temps encore, les Bushmen en Afrique du Sud pratiquaient l'art rupestre. Et puis même s'ils ne pratiquent pas la rupestre, après tout, les sociétés sont comparables. Ce sont des sociétés de chasseurs-cueilleurs, de petites troupes nomades. Bon, alors les anthropologues n'ont pas voulu le faire pour d'autres raisons. C'est que c'était remettre dans la préhistoire des gens dont on cherchait à réévaluer le statut. Aujourd'hui, je pense qu'on peut se lever ces interdits pour la simple raison, c'est qu'on a découvert que finalement l'homme de Cro-Magnon, celui qui vivait il y a 30 000 ans, il est comme nous. Il a le même degré d'intelligence,
il a le même degré de développement intellectuel. Physiquement, il est comme nous. Il serait dans le métro avec un chapeau, un costume, on le reconnaît pas. Deuxièmement, intellectuellement, il a tout à fait les mêmes capacités. Donc ce n'est pas tiré vers une sorte de régression que d'attribuer aux populations de chasseurs-cueilleurs de faire des comparaisons. D'ailleurs, comparaison qui n'est pas assimilation forcément, avec ce qui a pu se passer dans la préhistoire. Alors donc, c'est ce qu'ont fait les anthropologues, donc depuis les débuts de l'anthropologie. Excusez-nous, ça arrive. Ah, miracle. Enfin, j'espère que le miracle va passer. Donc, pour avancer avec les flèches. Par contre, je vais. Faut que je sorte le. Ça arrive pile à la fin de la première partie. Alors j'énonce les parties suivantes et j'espère en même temps que ça va fonctionner. La deuxième partie, donc, ce sera le regard ethnologique qui nous permet d'essayer de comprendre à quoi ressemblent les religions. Voilà. Ça marche ? Ouais. Oh, c'est génial. Avec les flèches pour avancer. Alors on fait un petit flashback. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Petit flashback, donc. Ah bah ça y est, on est passé en deuxième partie. Ah bah on est passé tout de suite en deuxième partie, donc oui. J'ai compris pourquoi. Comme il a fallu recoder, à mon avis, toutes les images, la première partie, ils ont fait sauter, ils ont bien eu raison. Heureusement, ça tombe bien. Justement, sur un des pères fondateurs de l'anthropologie des religions, c'est monsieur Edward Tylor, qui est un Anglais, qui, dans les années 1870, a publié un ouvrage très important qui s'appelle Primitive Culture, dans lequel les cultures primitives, quoi. Il présente une théorie des religions d'origine qui a eu son heure de gloire à l'époque, qui est la théorie de l'animisme. Alors l'idée de Tylor, c'est que dans toutes les religions du monde, on trouve l'existence des âmes. L'existence des âmes, c'est celle qu'on trouve, la forme peut être celle d'un dieu, elle peut être celle d'un esprit de la nature, elle peut être celle, évidemment, de sa propre âme. Et d'ailleurs, c'est sur le mode de sa propre âme, au sens de ses idées, ses représentations, ce qu'on ressent être en nous un peu distinct du corps, qu'on peut l'attribuer à d'autres personnes, mais également à des êtres invisibles, qui pourraient animer les choses, d'où le mot âme est relié aussi à l'animation, hein, à animus qu'on trouve chez l'animal. Donc il y a une sorte, l'âme, c'est ce qui donne la vie aux choses. Donc l'âme, elle est présente partout dans la nature. Elle serait donc la source de la religion, parce que les hommes ayant découvert l'âme en eux, ils vont l'attribuer au monde entier. Pas au monde entier, mais enfin aux grandes forces de la nature. Vous savez que Piaget disait ça aussi, il parlait d'un animisme chez l'enfant, d'une sorte de pensée naturelle qui attribue par exemple au soleil une existence quasi-humaine. Donc on attribue une volonté aux forces de la nature, aux plantes, au soleil, aux arbres et à certains animaux. Et l'idée, d'ailleurs, une des idées forces de Tylor, c'est qu'il y a une unité psychique de l'humanité. C'est-à-dire que cette croyance en l'existence des âmes, elle est universelle. C'est très fort en 1870 d'oser attribuer ça. Aujourd'hui, ça nous paraît peut-être évident, mais pensez que chez les peuples qu'on appelait à la fois, à l'époque, sauvages, il y ait une âme, l'existence d'une âme, et dire que finalement ils nous ressemblent, ils ont des mêmes croyances que nous. Nous, c'était les civilisés à l'époque, c'était révolutionnaire. Puisque beaucoup pensaient en termes évolutionnistes. Lui était évolutionniste au sens où il pensait qu'il y avait évolution des cultures et évolution des formes religieuses. Mais la religion était fondatrice. Il pensait qu'il y avait des évolutions des formes religieuses, on passait justement de l'animisme, qui est universel, ensuite au polythéisme. Le polythéisme, c'est l'apparition de figures divines à visage humain, mais elles sont multiples. Et puis le polythéisme donnait ensuite naissance au monothéisme, qui était un stade le plus élevé de la religion. Donc il y avait bien de l'évolution, mais quand même cette idée que c'était sur un socle commun. Alors, à la même époque, d'ailleurs, il y avait un Allemand, Max Müller, qui défendait aussi cette idée de l'animisme, ce rapport au monde, sur ce constat assez simple et assez évident selon lesquels les hommes, un peu partout, se sont émerveillés de la nature.
se sont émerveillés de la nature parce que, encore aujourd'hui, on peut ressentir cette émotion si on n'a pas perdu tout sens enfantin, simplement en regardant un orage, en regardant l'eau qui coule, une montagne. Bon, bref, l'émerveillement reste là. Et donc, en regardant des fleurs, en regardant des animaux, en regardant la vie naître, donc cet émerveillement pose une interrogation sur les sources qui animent tout cela. Et donc, ce serait, selon Max Muller, le fondement de l'animisme. Alors cette théorie a son heure de gloire entre 1870 et 1890, mais après elle va être délaissée par les ethnologues. Elle va être délaissée pour deux raisons. La première raison, c'est que les anthropologues pensent que tout ça, ce sont des spéculations. Peut-être que c'est vrai, mais c'est des spéculations sur les conceptions des sauvages, comme on disait, c'est-à-dire leur cadre mental. Et deuxièmement, ça ne permet pas d'expliquer cette vision purement psychologique de la religion, ça ne permet pas d'expliquer le rôle qu'elle tient dans la société. Le rôle qu'elle tient dans la société, c'est-à-dire qu'une religion, c'est aussi une morale, c'est aussi des rituels, et donc l'émerveillement de la nature ne permettrait pas d'expliquer le fait que les sociologues commencent à le percevoir, elle est aussi le fondement du ciment social. Et donc arrivent d'autres modes d'explication, et particulièrement, entre 1890 et 1920, la grande explication de la religion des origines, c'est le totémisme. Oh, ça marche, merci beaucoup. C'est le totémisme. Alors, le totémisme, à peu près tous les anthropologues, tous les théoriciens y ont cru entre 1890 et 1920. Durkheim, bien sûr, il écrit en 1912 les formes élémentaires de la vie religieuse, une année après Fraser, le grand James Fraser, l'anglais, qui avait écrit également Totémisme et Exogamie. Alors, le totémisme, qu'est-ce que c'est? Ça part d'un constat qu'avaient fait certains anthropologues anglais principalement, en allant visiter les Indiens d'Amérique du Nord, et avaient découvert que chez les Indiens d'Amérique du Nord, il y avait une forme religieuse telle que les sociétés étaient organisées en clans. Chaque clan était assimilé à un totem, c'est-à-dire un animal, le totem de l'ours, le totem du castor, le totem du loup, et que il y avait des formes de divinisation de cette figure animale. D'ailleurs, on n'avait pas le droit de la chasser. Si on faisait partie du clan de l'ours, il était hors de question qu'on tue des ours. Il y avait un interdit alimentaire également qui portait sur cet animal. Et puis, curieusement, on découvre que d'autres ethnologues, en allant alors là à l'autre bout du monde, ou plutôt de l'autre côté du Pacifique, en Australie, qu'il y a des formes à peu près équivalentes. Chez les aborigènes australiens, on trouve aussi des formes totémiques, c'est-à-dire des sociétés divisées en clans, et dans ces clans, une figure animale qu'on semble vénérer. Donc naît cette idée que le totémisme, ce serait la forme première de la religion. Durkheim écrit un pavé de 650 pages, les formes élémentaires de la vie religieuse, qui est sous-titré le système totémique en Australie, puisqu'il s'appuie essentiellement sur des recherches menées en Australie par Spencer et Gillen. Retenez ces deux-là parce que ceux-là sont inconnus, mais tout le monde les a exploités. Et parce que Durkheim, lui, était passé de Bordeaux à Paris via Strasbourg. Il n'avait jamais quitté le territoire français à part ça. Hein. Donc, il n'avait jamais vu un Australien, un Papou de toute sa vie. Mais donc, il construit une théorie du totémisme qui est la suivante. Donc, il reprend ce que disaient d'autres chercheurs. Un totem, c'est associé à un clan. Un clan, c'est un interdit alimentaire. Un clan, c'est aussi un interdit sexuel. C'est-à-dire que, par exemple, chez les aborigènes, vous avez le clan de l'émeu et le clan du crocodile. Alors tous les gens du clan de l'émeu sont obligés d'épouser quelqu'un du clan du crocodile, et inversement. Donc il y a des interdits sur l'animal, mais il y a aussi un interdit de l'inceste, c'est-à-dire qu'on ne doit pas se marier au sein de son propre clan. Donc c'est comme si les animaux aussi se croisaient. Et puis il imagine, alors Durkheim imagine, le cœur de sa théorie, puisqu'il y a une théorie derrière, c'est que la religion, elle est constitutive de la société.
Elle ne sert pas à répondre à des problèmes spirituels, elle sert d'abord et en premier lieu à répondre à des problèmes de lien social. Les aborigènes, ils vivent la plupart du temps en petits groupes nomades, un frère avec son frère et puis 2-3 femmes, quelques enfants, qui nomadisent dans un désert, hein, où il faut... bon, voilà, on cherche, on va d'un point d'eau à un autre point d'eau, on pratique un peu la chasse et la cueillette, et par contre, régulièrement, ces groupes se rassemblent dans des grandes cérémonies collectives qui ont lieu au printemps, à la saison des pluies, là où d'ailleurs il est possible, la végétation renaît, où les oiseaux font leurs œufs, où donc la nature semble revivre, et là, on se rassemble et on fait des grandes cérémonies qui durent plusieurs semaines, qui sont des cérémonies collectives qu'on appelle les corroborées. J'appuie sur le bouton, ça marche. En voici une très belle. Donc là, on est ici au cœur de l'Australie, donc une région assez désertique. Et pendant donc ces cérémonies collectives qu'on appelle les corroborées, dans le... Encore que je dis ça, mais vous savez qu'il y a près de 300 ou 400 langues en aborigène. Donc corroboré, chacun avait ses propres mots pour désigner la chose. Mais en tout cas, la cérémonie, elle était assez universelle en Australie. Donc cérémonie de plusieurs semaines pendant laquelle on marie on discute. Tu me donnes ta fille pour mon fils. Bon, on marie les jeunes, on initie les garçons. J'allais dire, on boit un coup. Bon, on fait des fêtes. On danse, on mange, et puis on fait une sorte de grand rassemblement. Alors voilà, ce corroboré. Alors Durkheim imagine cela. C'est des moments de ferveur collective. Et dans ces moments de ferveur collective, ces gens qui étaient jusque-là disséminés dans le bush se rassemblent et ils prennent conscience d'une sorte de force collective. Surtout quand les gens du clan se rassemblent entre eux. Vous voyez, ils dansent, ils chantent. Et là, d'un seul coup, émane d'eux ils ressentent une sorte de force collective. Et c'est là que Durkheim dit, bien finalement, cette force collective, elle apparaît comme un esprit commun qui va finalement donner consistance au groupe par une force d'énergie fusionnelle, comme on pourrait le trouver dans toutes les grandes cérémonies collectives, vous savez, où l'individu perd, lui il perd complètement son individualité, et d'un seul coup, il y a une sorte de fusion des esprits, fusion des corps, fusion émotionnelle, donc il appelle ça l'effervescence. Et dit-il, dans ce moment-là, on se reconnaît évidemment parce que chacun s'est tatoué en fonction des peintures de son clan, on se reconnaît comme appartenant à ce totem commun, c'est-à-dire en fait ce clan commun. C'est le moment aussi d'ailleurs où on va repeindre les peintures rupestres. C'est-à-dire que le responsable, le chef du clan, il va avoir le droit, celui qui est spécialiste il a le droit. C'est assez barbare, en général ça se faisait avec du sang et on s'ouvrait le sexe avec une pierre, et avec le sang on repeignait les peintures rupestres représentant l'animal clanique. Donc l'idée de Durkheim, c'est que effervescence collective, naissance d'une sorte d'esprit de groupe, et cet esprit de groupe, dit-il, il est fondateur de la société et en même temps fondateur de la religion. Bon, alors, je ne sais pas ce que ça vaut, on en discutera tout à l'heure. À l'époque, Freud, lui, il fait à partir des mêmes sources, il fait une autre hypothèse dans Totem et Tabou. Disons quelques mots de Totem et Tabou. 1912, c'est la même année que paraissent les formes élémentaires religieuses de Totem et Tabou. L'idée de Freud, alors c'est une sorte de grand récit des origines. On imagine qu'il avait lu quand même Darwin, alors qu'au début des temps, on ne sait pas trop quand, mais enfin bon, les hommes vivaient en horde sous la domination d'un grand chef, d'un patriarche qui s'appropriait, comme dans les meutes de loups, comme dans les meutes de lions, qui s'appropriaient les femmes du groupe, chassaient les prétendants. Et donc on avait des mini-hordes comme ça, patriarcales. Et puis les jeunes rongent leurs freins, ils souhaiteraient pouvoir prendre la place du chef, et un jour, les enfants du chef décident de se liguer et vont tuer leur père. Donc c'est un parricide
qui est une sorte de régicide aussi, parce que cette horde, elle est quand même assez importante en nombre. Il le tue. Et puis alors, il y a une sorte de cérémonie sanglante où on le dévore. Donc il y a le père tutélaire, on le mange. Et puis, en commettant cet acte, il s'aperçoit, les mains encore pleines de sang, qu'ils ont commis quelque chose d'irréparable, un crime odieux. Alors d'un seul coup, il y a une lourde culpabilité qui s'abat sur eux, et ils décident d'un seul coup de diviniser leur père qu'ils ont tué, et de s'interdire les femmes pour lesquelles ils ont combattu. Donc c'est la naissance tout à la fois dans le récit de Freud, dans Totem et Tabou, la naissance du père fondateur qui est clanique, que l'on a mangé comme un animal. Rappelez-vous, ça ressemble au Christ quand même, on a mangé le Christ. Bon. Donc il y a naissance à la fois de la religion, de la société, comme chez Durkheim, deuxièmement de l'interdit de l'inceste, troisièmement d'un interdit alimentaire aussi. Donc vous voyez, c'est encore un grand récit, comme on en faisait à l'époque, un grand récit mythique, mais il appartient à l'histoire des sciences humaines. Bon. Ce qui est intéressant aussi de remarquer, c'est qu'à partir des mêmes faits, des mêmes données, on a deux interprétations complètement différentes. L'une de nature psychologique, l'autre de nature sociologique. Mais les données, là, Freud évidemment n'était pas allé en Australie non plus. Donc à partir de ce moment-là, donc on voit bien comment... cette hypothèse va être, pour les ethnologues qui vont suivre, être beaucoup trop spéculative. Donc on va rejeter ces hypothèses-là, on va commencer à faire du terrain un peu plus, et on va délaisser le totémisme. D'autant qu'on va s'apercevoir que l'hypothèse totémique, reprise par les grands noms des pères fondateurs, qu'on s'empresse de tuer aussi au passage, parce que ça existe aussi au royaume des sciences, le terme totémiste était un mot qu'on avait plaqué sur des réalités assez différentes. Parce qu'en observant un peu plus près, par exemple, les Indiens Iroquois, on s'aperçoit que c'est vrai qu'ils ont des clans avec un nom d'animal, mais c'est pas forcément l'animal, un dieu qu'on vénère. C'est un peu comme le coq gaulois. Dans les matchs de rugby, on sort le coq qui représente la France, mais c'est pas pour ça que c'est un dieu pour nous. Donc peut-être que des ethnologues martiens pourraient croire que c'est notre dieu, mais non, ça ne l'est pas. Et inversement, vous pouvez avoir des dieux animaux dans beaucoup de sociétés qui ne sont pas forcément les dieux de ceux qui représentent votre clan. Donc assimiler une divinité animale avec le clan, c'est pas évident, alors que c'est le point de vue fondateur du totémisme. Donc, apparaît une nouvelle hypothèse. Pendant longtemps, on abandonne d'ailleurs l'idée de rechercher même la religion des origines ou la religion des sauvages, si ce n'est que récemment, donc je le disais tout à l'heure, est revenue en force la thèse chamaniste. Alors le chamanisme, on le connaît depuis maintenant 2 siècles. Le mot vient de Sibérie, c'est un mot Tungouz, qui désigne ce qu'on appellerait ailleurs un sorcier. Donc là, vous en avez 2 beaux spécimens. C'est des photos qui datent de 1880, elles sont extraordinaires, non? Vous les voyez bien? Oui. Donc le chaman, c'est le spécialiste du lien avec les esprits. Alors on appelle chamaniste parce que, vous savez, donc le rituel est toujours le même, il a un tambour, il est resté plusieurs jours souvent sans manger, il s'isole, il joue du tambour, il chante, dans certains cas, ils prennent des champignons hallucinogènes, et puis ils vont donc rentrer en transe, et durant cette transe, ils rentrent en contact avec les esprits qui sont des esprits animaux. Pourquoi rentrer en contact avec les esprits? C'est pour leur demander des services. Parce que le chaman intervient auprès des divinités pour leur demander toujours la même chose, la pluie s'il y a de la sécheresse. Il y a une femme dans le groupe qui va avoir un enfant, il faut qu'il se porte bien. Il y a des conflits à l'intérieur du groupe, il faut faire cesser les conflits. On va partir, c'est la saison de la chasse, et espérons que la saison sera bonne. Donc, c'est un intermédiaire qui va demander de s'amadouer les esprits. Ou alors, si les esprits sont en colère, il va essayer de chercher à savoir pourquoi. Puis les esprits vont dire, il faut faire un sacrifice, parce que, bon, on n'est pas très content. Bon. Alors récemment, d'ailleurs, le chamanisme avait relativement disparu parce que en Sibérie, chez les Inuits, ce qu'on appelait les Esquimaux, où il y avait le chamanisme était la religion de base, ils se sont christianisés. Et puis, depuis quelques années, il y a un renouveau chamaniste, ce qu'on appelle le néo-chamanisme, qui vient du fait que
il y a un renouveau des peuples dits traditionnels ou autochtones qui ont, par exemple, au Canada, qui ont retrouvé une certaine autonomie, leur territoire, et donc qui essayent de refaire revivre leur religion. Et puis c'est graffé là-dessus une sorte de séduction d'occidentaux pour cette religion, dite religion première, et actuellement le chamanisme a le vent en poupe. Et il y a même tout un business chamanique. Si vous allez sur Internet, vous avez des sites chamaniques où on vous propose. Alors, c'est en général un mélange entre le chamanisme, une théorie New Age du rapport avec le cosmos, un petit peu d'ésotérisme. Et puis, vous pouvez faire des stages. Vous pouvez des stages, aller par exemple au forêt amazonienne pendant 3 jours, vous allez dans une tente avec le chaman, vous prenez des champignons hallucinogènes, vous vomissez, vous tombez par terre et vous essayez de voir des serpents. Et après, vous en ressortez mieux qu'avant parce que vous avez vu la lumière. Et ça vous a coûté $300. Vous pouvez faire... Alors maintenant ça existe, il y a même un chamanisme urbain qui s'est développé. J'ai été surpris de voir en préparant cette conférence, par exemple, il y avait à Paris, c'était un stage de chamanisme qui s'appelait La lumière du renard. Et on vous propose effectivement 2 séances. Alors une séance de tambour plus une séance, ça s'appelle la hutte de sudation. Je ne sais pas à quoi ça correspond exactement, mais en tout cas ça vous donne accès à la lumière ou en tout cas à la connaissance de vous-même, et ça se pratique dans un lieu sacré, à côté de Bar-le-Duc. C'est ainsi que... Bon, alors voilà, le néo-chamanisme renaît bien. Alors, surtout, c'est un grand mélange syncrétique, reconstitution. Mais ce qui est intéressant derrière le regard un peu méchant que je porte dessus, c'est quand même, on y mélange plein de choses, et en fait, on touche à quelque chose de juste en mélangeant le New Age, le chamanisme, le totémisme. Par exemple, il y a le chamanisme est appliqué pour une religion d'Afrique qui s'appelle le Bwiti. C'est la religion du bois des Bogas, qui se pratique au Gabon, qui vient des pygmées de la forêt équatoriale africaine, et puis qui s'est transmis un peu sur le Cameroun et le Gabon. Et le bois des Bogas, c'est une plante hallucinogène, donc qu'on utilise lors de l'initiation des jeunes garçons. Or, ce qui est intéressant, c'est que pendant longtemps, ces religions-là étaient considérées comme animistes. Et maintenant, on va les considérer plutôt comme chamanistes, parce qu'en fait, le rituel, il ressemble bien à un rituel chamanique. Donc, on peut parfaitement employer le mot. Alors, il y a un débat entre spécialistes pour savoir si on a le droit d'utiliser le mot chamanisme, qui s'est aujourd'hui répandu, puisque le chamanisme, il existe non seulement en Sibérie, chez les Esquimaux, il existe en Asie du Sud-Est, et maintenant, on peut trouver des formes chamaniques chez les Bushmen. Par exemple, les Bushmen pratiquent un rituel chamanique avec le rite de la pluie, par exemple, où les gens se mettent à danser, le responsable de cérémonie tombe en transe, il s'est lui-même bien chargé avant en plantes hallucinogènes, et il va contacter les esprits animaux. Donc on retrouve cette forme-là dans plusieurs régions du monde, et ce qui pourrait justifier cette idée d'une expansion du chamanisme. Donc, on en vient justement à cette idée que, au fond, les mots que l'on a appliqués sur ces différentes sociétés traditionnelles, c'est-à-dire l'animisme, disait Taylor, en parlant essentiellement des religions d'Asie, d'Amérique, parce que l'Afrique était peu explorée à l'époque. Le totémisme, disait Durkheim, en parlant des aborigènes, ou le chamanisme, peut-être qu'au fond, il repose sur une armature commune, et que ce sont finalement des projections qu'ont fait les anthropologues en tirant de chacune de ces religions un élément pour le mettre en lumière. Ils n'ont pas vu la structure commune. Et le débat entre chamanisme, animisme, totémisme, c'est un peu le débat qu'il y aurait entre, chez nous, on pourrait dire, entre polythéisme et monothéisme. Ces mots-là font écran à une réalité plus fondamentale, l'hypothèse d'une structure commune de ces formes religieuses. C'est ce que j'ai cherché à explorer, et malheureusement, il ne me laisse plus beaucoup de temps, mais je vais le faire quand même en quelques minutes. Dans toutes les religions du monde, vous avez une armature commune qui est bâtie au moins sur 4 éléments fondamentaux. D'abord, l'existence d'esprits. Il n'y a pas de religion, évidemment, ce sont des esprits. Alors des esprits, ça peut être des dieux, ça peut être un dieu unique, suprême, invisible. Dans tous les cas, d'ailleurs, en général, ils sont invisibles. Même s'ils ont parfois des représentations humaines.
C'est-à-dire qu'on les personnifie sous forme d'un masque, sous forme d'une statue ou sous forme d'une représentation visuelle, c'est-à-dire peut-être des peintures rupestres ou chez nous, ce serait un poster qu'on accrocherait ou un tableau de la Vierge Marie qu'on accroche au-dessus du lit. Donc, ces esprits invisibles peuvent être des dieux suprêmes, peuvent être des esprits de la brousse, peut être... Alors ici, ce qui est intéressant, c'est aussi le trait commun. Par exemple, l'usage des masques s'est fait dans beaucoup de sociétés. Là, j'en ai pris à dessein des masques issus de sociétés très différentes, d'Afrique, d'Asie, d'Océanie, d'Amérique. Mais dans tous les cas, ces masques représentent des esprits. On les sort lors des grands rituels. Et c'est le deuxième caractéristique fondamentale des religions, c'est qu'elles sont toujours associées à un rituel. Ah oui, deuxièmement, souvent c'est les masques. J'ai dit ça peut être aussi des statuettes. Alors ces statuettes, ici par exemple, c'est des statuettes blolo. J'aime bien ces petits personnages. Ils appartiennent à la religion baoulé, qui est en Côte d'Ivoire. Alors qu'est-ce que c'est un blolo? C'est une sorte d'ange gardien. Dans la religion baoulé, vous avez un dieu suprême, assez inexistant, c'est le créateur, mais bon, on le vénère assez peu, parce qu'on vénère surtout une grande déesse mère qui s'appelle Asié, qui est responsable de la fécondité et de la fertilité. Et puis il y a toute une série d'esprits de la brousse, qu'on appelle les amuines. Il y en a qui sont méchants, il y en a qui sont gentils, il y en a qui sont spécialistes pour les forgerons, d'autres qui servent plutôt à l'agriculture, d'autres plutôt à la chasse. Enfin bon, il y a des cultes spécifiques. Et puis, alors les bloblos, eux, c'est des anges gardiens personnels. Alors l'idée, c'est que quand vous êtes né, en fait, vous avez abandonné une famille, parce que vous viviez avant, et vous avez abandonné une famille, vous étiez marié, et la personne que vous avez quittée, parce que vous êtes mort, et rené, la personne que vous avez abandonnée se trouve seule, donc vous allez construire une petite statuette pour vous montrer qu'elle est toujours avec vous. Alors cette petite statuette, c'est votre blolo, et c'est votre ange gardien, c'est votre objet transitionnel, vous gardez avec vous. Le jour où vous allez vous marier, vous le mettez quand même dans la chambre. Donc vous êtes marié vous avez une belle épouse, mais vous avez quand même votre blolo qui est l'épouse d'avant. Et d'ailleurs, quand vous disputez, finalement, vous pouvez de temps en temps en parler avec votre blolo. Et bon, moi je trouve ça plutôt sympathique. Alors ça fait partie du monde des esprits. Évidemment, c'est des êtres invisibles, mais qui nous servent, parce qu'évidemment, le point fondamental, c'est que ces religions sont toujours liées à des rites. Je le disais, c'est deuxième armature, on aurait tort d'assimiler une religion uniquement à une croyance. Aujourd'hui, les ethnologues se penchent beaucoup sur le rituel, parce que c'est constitutif de toutes les religions. Une religion, c'est des rites. Alors, parmi les rites, on distingue les rites de passage, baptême, initiation, mariage, funérailles. Pourquoi on les appelle rites de passage? Parce qu'on passe d'un statut à un autre. Un baptême, je suis hors de la communauté, et puis je te donne un nom, et tu fais partie de la communauté. Des chrétiens, des juifs, des baoulés, du clan. Bon. Ça se fait un peu après, c'est pas tout de suite à la naissance. En général, il faut attendre 1 an ou 2 pour être sûr que le bébé va vivre. Bon, le mariage, passage d'un statut à un autre. Deuxième type de rite, c'est les rites propitiatoires destinés à résoudre les problèmes de la société. Donc, problème maladie, fertilité, fécondité, la chasse. Bon, donc on fait appel aux esprits pour venir en aide. Et puis il y a tous les rites communautaires qui sont les fêtes du calendrier qu'on fait chez nous. Donc là, vous avez un exemple de rite où vous avez une danse des esprits. Alors évidemment, les gens qui sont là savent quel est le rapport avec les esprits. Est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il n'est pas là? Est-ce qu'il est incarné ou est-ce qu'il n'est pas incarné? Beau débat. Oui et non, c'est un peu comme dans les processions de la Vierge Marie, bon, il y a la statue, on sait bien que c'est une statue de pierre, donc c'est pas la Vierge Marie. Mais en même temps, il y a sa présence. C'est un objet sacré quand même. On peut pas en faire n'importe quoi, c'est pas un objet comme les autres, comme une croix. Donc c'est un peu la même chose, on peut se déguiser. D'ailleurs, dans certaines processions, on peut jouer le Christ ou jouer les dieux. Bon, rituel est le troisième élément. Deuxième élément, le troisième élément fondamental, c'est la morale. Je vais vous faire une petite historiette. Toutes les religions sont liées à une morale. C'est-à-dire que le rôle de ces esprits, c'est pas simplement de planer dans un monde invisible et raconter leurs histoires. Ils sont toujours là pour soit punir, soit pour récompenser, soit pour aider, pour protéger. Et donc, elle sert, la morale, c'est qu'il y a un catéchisme de base chez les aborigènes, comme il y en a dans l'Église catholique. C'est-à-dire, tu dois pas tuer, enfin les membres du groupe, tu ne dois pas voler, enfin les membres du groupe, tu ne dois pas commettre l'adultère,
Ça, c'est vrai, c'est tout le temps vrai. Chez les pygmées, on retrouve à peu près les mêmes choses. Il y a une sorte de loi de base. Et puis c'est dangereux parce que justement, si on enfreint les règles, alors là, l'esprit, il va être en colère et il va se fâcher. En gros, c'est le Père Noël, quoi. Si vous êtes sage, il vous récompense. Si vous êtes méchant, il vous punit. Ça, on trouve ça à peu près partout, sous des formes différentes, mais enfin, la structure est à peu près la même. Et puis en même temps, ce sont des modèles de conduite. De la même façon que Jésus est amour dans le catholicisme, et il faut essayer de ressembler, ou au saint, eh bien c'est pareil, si je suis du clan du loup, le loup, il représente un certain nombre de forces, de puissance. À la chasse, c'est un grand chasseur, le loup. Donc, si j'appartiens au clan du loup, eh bien je dois essayer, c'est une sorte de modèle de comportement. Alors, j'ai pris un exemple pour illustrer ça, c'est l'exemple des Selknam. Alors, les Selknam, c'est une société primitive qui est aujourd'hui complètement disparue, je ne devrais pas dire primitive, société de chasseurs-cueilleurs, qui habitait jusqu'à la fin du 19e siècle au fin fond d'Argentine, en Patagonie, et particulièrement en Terre de Feu. Donc vous voyez là, ici, c'était la grande île de la Terre de Feu. Ils vivaient là, il y avait quelques dizaines de milliers d'individus qui vivaient de chasse et de pêche. Et puis, lorsque sont arrivés les colons au XIXe siècle, les colons ont commencé à installer des fermes. Ils ont clos les fermes pour pouvoir mettre leurs animaux. Ils ont dû chasser les Selknam. Et les Selknam, alors d'un seul coup, se sont vus privés de leurs terres. Mais deuxièmement, ils avaient aussi de la nourriture en abondance. Alors ils se sont mis à chasser et à tirer à la flèche, vous voyez, le chasseur, les vaches et les moutons qu'il y avait dans les champs. Et ça a été terrible, puisqu'à partir de ce moment-là, ça va être une chasse à l'homme contre les Selknam, et une chasse à l'homme qui est un véritable génocide, une tragédie peu connue, mais disons pratiquement tous étaient exterminés. À un moment donné, les colons argentins, aidés de l'armée et de missionnaires, partaient à la chasse pour tuer les Selknam. Et on donnait même $5 pour toute tête ramenée, que ce soit un homme, une femme ou un enfant. Quelques-uns sont allés se réfugier dans des missions catholiques qui étaient là. Dans les années 1920, il en restait plus qu'une poignée, une centaine. Et c'est à ce moment-là qu'est arrivé un prêtre allemand. Son nom s'appelle... Mince, son nom m'échappe. Ça va me revenir. Qui était ethnologue. Vous savez, à l'époque, comme il y a beaucoup de gens qui rentraient à l'église, c'était pour faire des études. Ils faisaient de l'archéologie, on pouvait y faire de la cosmologie, on pouvait aussi y faire de l'ethnologie. Donc c'était une voie pour les milieux populaires, une voie d'études. Et donc il était ethnologue et il a vu que les Selknam étaient en voie de disparition et qu'il fallait recueillir leur religion traditionnelle. Et il a organisé, même avec les derniers individus, un rite qui s'appelle le rituel du Hain, H-A-I-N, qui est un rituel d'initiation. Alors je dis quelques mots sur ce rituel quand même, parce qu'il est assez intéressant. Alors regardez d'abord comme se déguisent ces gens. Le rituel du Hain, l'histoire est la suivante, c'est que on raconte chez les Selknam qu'autrefois les femmes avaient le pouvoir. Les femmes avaient le pouvoir, elles en abusaient, les hommes étaient dominés, ils étaient obligés de travailler pour elles, enfin bon, une situation curieuse. Et pour cela, pour maintenir leur domination, elles s'habillaient, elles se déguisaient en personnages qui étaient des esprits. Elles faisaient peur aux hommes. Les hommes croyaient à l'existence des esprits. Et puis un jour, les hommes ont découvert en fait que c'était une supercherie. C'était en fait les femmes qui étaient déguisées et qui faisaient peur aux bonhommes. Alors ils ont été très en colère et ils ont commencé à faire ce que font les hommes depuis très longtemps, c'est-à-dire ils ont repris le pouvoir. Donc ils ont cassé la figure aux femmes. Il paraît qu'en même temps, d'ailleurs, le soleil qui était du côté des hommes a cassé la figure à la lune. C'est comme ça que ça s'est passé. Et du coup, les hommes ont pris le pouvoir. Et ils se sont approprié le rituel du Hain. C'est-à-dire que maintenant, c'est eux qui se déguisent et qui font peur aux femmes. Et alors on raconte aux jeunes hommes, évidemment, que les esprits existent, et tout le monde tremble. Les enfants qui vivent auprès des femmes ont peur à ces esprits parce que le rituel consiste à la nuit tombée, sous cette forme-là, à les taper contre les huttes et donc effrayer les personnes qui s'imaginent pas qu'il s'agit en fait de leur mari, de leur frère ou de leur cousin. Et ils sont beaux, hein. Et donc les hommes se sont appropriés. Et puis lors de l'initiation, on leur raconte qu'en fait les esprits, c'est pas sûr qu'ils existent. En fait c'est nous. C'est nous, on se déguise et puis on va faire peur aux femmes, puis il faut le faire.
Bon. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a bien ici dans ce schéma, dans le rituel du 1, toute une série pratiquement à l'état pur, je dirais pratiquement cristallin, un des fondements de la religion, c'est-à-dire qu'on a des esprits, la croyance a des esprits, c'est-à-dire des êtres invisibles. Deuxièmement, on a des rituels, ici des rituels d'initiation. Troisièmement, une mythologie des origines où les femmes dominaient, et puis le soleil et la lune, le combat du soleil et de la lune. Une morale, parce que derrière il y a une morale associée. Les garçons qui sont initiés, on va d'abord leur apprendre à devenir des bons chasseurs, ensuite des bons maris. On va apprendre aux femmes à être des bonnes femmes, c'est-à-dire à s'occuper de leur foyer, s'occuper de leurs enfants, à être bien disciplinées. Donc, on a tous ces éléments. Alors, on peut essayer, et je terminerai là-dessus, de se poser la question, est-ce que la religion des Selkman, c'est chamanisme, c'est animiste, c'est totémiste? Peu importe, on voit bien que c'est des catégories qui ont été plaquées sur des réalités, et je me suis amusé à essayer de le faire en classant, justement, j'ai pris 3 sociétés, les aborigènes d'Australie, les pygmées, les bushmen. Et je me dis, est-ce qu'ils ont tous ces caractères, des divinités? Ben oui. Est-ce qu'ils ont tous des rituels de passage? Oui, vous pouvez vérifier, il y a une littérature ethnologique abondante. Est-ce qu'ils ont tous des rites propitiatoires? Oui. Est-ce qu'ils ont tous des fêtes communautaires et calendaires? Oui. Est-ce qu'ils ont tous une morale et des lois qui sont reliées à ces mythes et à ces rituels? Oui. Est-ce qu'ils ont des personnages intermédiaires qui servent de relation avec le sacré? Parfois c'est un chaman, parfois on l'appelle un sorcier, parfois on l'appelle le marabout, parfois c'est le chef de la tribu qui lui-même préside au rituel, mais dans tous les cas, il y a un personnage qui sert d'intermédiaire. Ce qui varie ensuite, c'est quand on danse, on chante, ça c'est à peu près universel, puis il y en a un qui tombe en transe, parfois c'est le chaman, ça s'appelle le chamanisme, parfois c'est l'individu qui lui-même est en prière, et ça s'appelle le vaudou, ou alors l'évangélisme aujourd'hui, puisqu'on retrouve ces formes très très primitives et archaïques dans les grandes puissances, vous le savez, dans la religion qui se développe le plus d'ailleurs à l'échelle de la planète aujourd'hui, c'est l'évangélisme. Donc on peut supposer qu'il y a derrière la variété des formes religieuses une anatomie commune, qu'elle a des fonctions, c'est-à-dire... alors là par contre je reviens au début. Ça c'était... c'est notre fameux Excalibur. Alors, je décris les éléments du religieux, divinité, mythologie, rituel, morale, et puis les fonctions. Elles ont des fonctions quand même, religion. Maintien de l'ordre social, fonctions thérapeutiques, fonctions communautaires. Je n'en ai pas parlé, mais on pourra en dire quelques mots. Des fonctions cognitives et spectaculaires aussi. C'est-à-dire qu'elles servent aussi à chaque fois à interpréter le monde. Et puis ça fait aussi des beaux spectacles. Donc, on se retrouve vers une anatomie commune, et des formes infiniment variées. Et les mots font écran à cette anatomie commune. Et alors évidemment, j'ai pris soin, et je terminerai là-dessus, en vous décrivant les religions primitives, je vous ai parlé, on est rentré dans un monde exotique. Mais une fois qu'on a passé l'exotisme, on se rend bien compte que derrière ces rituels étranges, en fait, il y a une certaine familiarité quand on a été élevé dans... Parce que ça ressemble au fond aux religions qu'on trouve chez nous, au catholicisme, protestant, juif, musulmans, bouddhistes, shintoïstes si on était au Japon, on retrouve tous ces éléments. Est-ce que finalement, cette religion primitive, il ne faut pas la chercher dans le passé ou la chercher dans les tribus primitives qui aujourd'hui ont disparu, mais c'est une réinvention permanente d'une même religion. C'est une recréation continue qui fait que la religion des origines est encore celle qui se réinvente sous nos yeux au XXIe siècle et que pour finalement la découvrir, inutile de devenir anthropologue ou archéologue, mais peut-être qu'il suffit de regarder sous nos yeux. Et je terminerai là-dessus, momentanément, avant de passer à la série des questions. Alors, quelques images, voilà. Ah bah si, je vous les montre quand même. C'est un peu dans le désordre, vous m'excusez. Donc voilà la double sépulture de Kafzé, moins 100 000 ans. Vous voyez un adulte, un enfant à ses pieds. La fameuse sépulture de Sungir avec ses 3000 perles d'ivoire. L'art rupestre, magie de la chasse, puisqu'on trouve beaucoup de... Ça, c'était les débats. Ici, nous sommes en Californie, c'est un condor qui est peint sur une paroi. Les formes chamaniques. La mythologie de la préhistoire, et là c'est la fin.
J'annule et je termine.